Salut tout le monde, bienvenue sur Investir dans la dividende, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 actions qui me paraissent vraiment intéressantes en avril 2022, en sachant que sur ces 3 actions, je suis actionnaire personnellement de 2 de ces sociétés et il y a une société qui est une petite pépite méconnue. Je suis quasiment sûr que vous ne la connaissez pas et pourtant elle verse un dividende vraiment intéressant et en plus, elle est sur le point d'annuler une partie importante de son capital, plus de 8% de ses actions qui vont être bientôt annulées, donc ça va être tout bénef pour ses actionnaires. Je vais vous en parler dans un instant, on va découvrir ces sociétés. Comme d'hab, je vous remercie de mettre un maximum de likes pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail et m'encourager à faire de nouvelles vidéos, donc merci beaucoup pour tous vos likes et mettez un maximum de commentaires, on discute ensemble comme d'hab sous la vidéo. Allez, juste avant de commencer à voir la première entreprise, sachez que comme d'hab, je suis pas conseiller financier et que vous devez absolument faire vos propres recherches. Ma vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Tout investissement comporte des risques qui peuvent aller jusqu'à la perte totale de votre investissement initial. On commence tout de suite avec la première entreprise. Il s'agit de la plus belle banque française, la plus costaud, la plus solide, en l'occurrence BNP Paribas. Alors BNP Paribas, j'ai déjà été actionnaire dans le passé, j'ai revendu après une belle plus-value et là je regarde à nouveau cette entreprise parce qu'elle me paraît vraiment intéressante. Elle a bien baissé avec ce qui se passe en Ukraine et aujourd'hui au cours actuel elle offre un rendement à ses actionnaires de 7,34%. Au niveau du capital, ce qu'il faut savoir c'est que ce sont les investisseurs institutionnels qui représentent plus des 2 tiers, quasiment les 3 quarts du capital de la banque. Vous avez les salariés qui ont 4,2% du capital et puis les actionnaires individuels représentent 4% du capital de l'entreprise BNP Paribas. Les résultats 2021 ont été excellents, en forte hausse avec un produit net bancaire en croissance, que ce soit par rapport à 2020 ou même par rapport à 2019. Vous avez des frais de gestion qui ont légèrement augmenté, mais on va le voir juste après. Et donc le résultat net part du groupe a progressé de plus 34% par rapport à 2020 et surtout de plus 16% par rapport à 2019. Et le dividende qui est proposé cette année s'élève à 3,67 €. Donc la perf, elle a été soutenue. Je vous ai remis cette slide là. Si jamais vous voulez vous arrêter sur certains chiffres, vous pouvez. Je voulais parler en fait du BPA, du bénéfice par action qui se situe ici. En 2021, 7,26 € de bénéfice par action. Donc ça va nous permettre de calculer le payout ratio un peu plus tard dans la vidéo en ce qui concerne BNP Paribas. Donc comme je vous le disais, on a des frais de gestion qui ont légèrement augmenté à plus 3%. C'est ça qui avait fait tiquer au début les investisseurs quand la banque a publié ses résultats, puisqu'elle a commencé en forte baisse de plus de 4% le jour où elle a publié ses résultats avant de terminer légèrement positive. Donc oui, les frais de gestion ont augmenté. En revanche, le résultat est soutenu par un coût du risque qui a vraiment baissé. C'est normal, il y avait pas mal de craintes de défauts d'entreprise avec le Covid en 2020 et en 2021, ces craintes ont été levées dans une grande majorité. Alors après, il n'est pas exclu que le coût du risque augmente à nouveau avec la guerre en Ukraine et par rapport aux entreprises qui sont clientes de BNP Paribas et qui sont exposées et à la Russie et à l'Ukraine. Donc voilà, il y a ça comme risque au niveau de 2022, mais en tout cas, en 2021, le coût du risque a fortement baissé, ce qui donne donc son résultat net part du groupe en très forte hausse, que ce soit par rapport à 2020 ou par rapport à 2019. Ce qui est intéressant avec BNP Paribas, c'est que c'est une banque qui est vraiment solide, qui est vraiment très bien gérée et qui crée de la valeur régulièrement à travers tout le cycle économique. Si vous regardez ici, on a l'actif net comptable tangible par action et vous voyez depuis le 2008, on est sur une croissance très régulière, une croissance quasi ininterrompue. Il n'y a qu'en 2018 où ça avait baissé légèrement, mais sinon on est sur une croissance régulière avec en moyenne plus 7,2%, donc un actif net comptable tangible par action qui progresse de plus 7,2% et à fin 2021 cet actif net tangible par action était de 78,70 €. On va comparer ça avec le cours de bourse de l'action BNP Paribas et vous allez voir qu'elle décote très fortement par rapport à cet actif net comptable tangible par action. Ce qui est intéressant également au niveau de BNP Paribas, c'est qu'elle a signé un accord pour revendre ses activités aux USA, accord avec BMO. Alors BMO, c'est la banque de Montréal et donc
donc BNP Paribas va vendre en 2022 Bank of the West, qui est une banque donc des activités commerciales aux États-Unis, qui était assez rentable, mais du coup BNP va en tirer un bon prix, puisqu'en fait le prix total qui sera retiré, ce sera environ 14,4 milliards d'euros, donc paiement entièrement en numéraire d'ici fin 2022. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de réinvestir cet argent au niveau de BNP pour développer ses activités. Elle va également faire des rachats d'actions, puisqu'en fait, comme je vous disais, c'était une banque qui était quand même très rentable, et donc le bénéfice net par action risque de baisser, et c'est pour ça que la banque va racheter des actions pour pouvoir les annuler, pour faire en sorte que cette opération soit blanche pour les actionnaires. Et elle a donc prévu, hormis ce rachat d'actions, de pouvoir progressivement réinvestir ce capital libéré, ces 14,4 milliards d'euros, dans la croissance organique en Europe, faire des investissements ciblés dans les technologies et des modèles innovants, et puis faire des acquisitions ciblées dans les activités qui sont à valeur ajoutée. Et donc ça devrait permettre d'augmenter, en plus de la croissance initialement prévue, le bénéfice net par action de plus de 5% à horizon 2025. Donc ça va porter la croissance du BPA de BNP Paribas. Au niveau des objectifs 2025 de BNP Paribas, ce qui est à noter, c'est que malgré la guerre en Ukraine, ces objectifs n'ont pas été abaissés, ils ont été maintenus. Vous avez un résultat net part du groupe qui est attendu en croissance de plus 7% par année, chaque année, de 2021 à 2025. Donc ça, ce serait tout bon si jamais les objectifs étaient atteints pour le bénéfice par action, et donc pour les dividendes des actionnaires. Et la banque s'engage sur un taux de distribution de 60% avec un minimum de 50% en cash. Alors pourquoi ils disent 50% en cash ? Parce que ça, c'est le dividende, et les 10% de différence entre les 60 et les 50%, eh bien ça, normalement, c'est du rachat d'actions, donc du capital qui va être utilisé pour racheter les actions et les annuler pour pouvoir reluer les actionnaires et augmenter le bénéfice par action. Parlons du dividende. L'année dernière, il avait été de 2,66 €. Cette année, il est proposé pour un montant de 3,67 €. Donc forte croissance, très très forte croissance du dividende de BNP Paribas. Si on veut calculer la croissance, on fait 3,67 divisé par 2,66. On est sur plus 37,96% de croissance. Et donc le bénéfice par action, on l'a vu juste avant, en 2021, il s'est élevé à 7,26 €. Ça donne donc un payout ratio en cash de 50,5%. Et au cours actuel de l'action, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, ça représente un rendement de 7,34% par rapport au cours de clôture qui était à 50 € tout rond. Donc on est sur un niveau de rendement qui est vraiment intéressant au niveau de BNP Paribas. Je vous ai mis un petit historique des dividendes de BNP Paribas. Alors je ne suis pas remonté sur 10, 15 ou 20 ans, mais déjà si on reprend à partir de 2015, alors c'est les années de versement, donc c'était au titre de l'exercice 2014, le dividende versé en 2015 était d'1,50 € et vous avez vu qu'il y avait une progression qui était régulière, dividende stable à un peu plus de 3 € en 2018 et en 2019. 2020, crise Covid, interdiction de verser des dividendes de la part de la BCE. Donc BNP Paribas a bien entendu respecté ces consignes. Le dividende a repris en 2021 au titre de l'exercice 2020. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant, les fameux 2,66 €. Et donc là, si c'est validé par l'Assemblée Générale des actionnaires, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, eh bien il y aura un dividende de 3,67 € qui sera versé en 2022 au titre de l'exercice 2021. Comme je vous le disais, on est sur un cours de clôture au moment où je tourne cette vidéo de 50 € tout rond. Vous voyez, je vous ai mis l'action au cours des 5 dernières années. Régulièrement, elle est venue tutoyer les 70 €. On était vers 68, 69 € sur les plus hauts. Il y a eu forcément le gros creux de marché de la Covid en 2020, donc en mars 2020. Moi, j'étais rentré, j'avais profité pour rentrer sous les 25 € sur BNP Paribas, et puis j'avais revendu plus haut en faisant une belle
belle plus-value. Mais là, j'aimerais bien rentrer à nouveau sur cette entreprise puisque on l'a vu, elle prévoit de générer de la croissance. Il y a la remontée des taux d'intérêt qui est positif pour les banques. Alors après, les banques, c'est des valeurs ce qu'on appelle à fort bêta, c'est-à-dire que quand le marché tangue, eh bien BNP Paribas risque de fortement dévisser. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Donc c'est des valeurs qui sont très sensibles au cycle économique, à la santé économique des différents pays dans lesquels elles sont présentes. Donc voilà, il y a quand même du risque, le fait de s'exposer au niveau des banques. Mais là, avec ce rendement-là et la manière dont BNP est solide et très bien géré par ses managers, eh bien, je pense que ça peut être une opportunité. Donc là, ça a baissé, c'était même tombé au début de la guerre en Ukraine, début mars, eh bien, vers les 46-47 euros. Là, on est à 50 euros. Moi, j'espère pouvoir rentrer sous les 48 euros. Alors, je ne vais pas investir de cash dessus. En tout cas, ce n'est pas mon intention. Je vais plutôt réinvestir les dividendes que je vais toucher des autres entreprises. Là, ça va commencer à être des montants assez sympas à partir du mois d'avril. Et donc, j'investirai si jamais l'action va vers les 48-50. Ça me ferait un rendement de plus de 7,5% et je pense que je commencerai à rentrer à ce moment-là sur BNP Paribas. Et si jamais elle touchait comme à différents moments au cours des années précédentes les 40 euros, et bien là, je réinvestirai de manière plus importante. Je me renforcerai encore sur cette ligne BNP Paribas. On continue avec la deuxième action, c'est la fameuse pépite dont je vous parlais qui est vraiment très peu connue. Cette entreprise elle a son siège qui est basé à Aix-en-Provence. C'est une entreprise qui fait du data marketing et de la communication pour les entreprises. Ils se sont vraiment transformés au cours des dernières années en appuyant très fortement sur le digital et au cours actuel, l'action de cette entreprise génère un rendement de 5,63% pour ses actionnaires. Alors c'est une entreprise qui n'est pas une nouvelle entreprise puisqu'elle a été introduite en bourse en 1996 sur Euronext Paris. Elle est éligible au PEA et au PEA PME et vous voyez elle fait partie de différents indices comme le CAC Small ou le CAC Mid and Small qui sont des indices d'Euronext. Regardons rapidement la répartition du capital. On voit que en numéro 1, vous avez ce qu'on appelle le flottant avec quasiment 37% du capital. Numéro 2 et donc premier actionnaire de cette entreprise, c'est un des leaders mondiaux de la communication. C'est un concurrent de Publicis, c'est WPP qui est présente au capital depuis 1999. Ils avaient pris une participation de 30% dans Aiko et aujourd'hui cette participation s'élève à 34,13%. Alors au fur et à mesure de leur montée au capital, ils ont eu des dérogations, ils n'ont pas été obligés de lancer une OPA, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir 34,13% du capital sans avoir lancé d'OPA. En numéro 2, vous avez une société qui s'appelle Eximium et vous voyez là en auto-détention, donc l'entreprise possède elle-même 8,52% de ses actions de son capital. Et c'est ça qui va permettre à l'entreprise d'annuler une partie de son capital très prochainement. Donc, que fait concrètement ce groupe ? Eh bien, il fait pas mal de choses. Il crée des jeux concours pour apporter du trafic additionnel auprès de différentes entreprises. Elle est spécialisée également dans les coupons de réduction digitalisés, la mise en place de prospectus online. Elle fait de la collecte de données. Elle permet de cibler des prospects. Donc, le business d'Aiko, c'est d'aider à faire plus de business à différentes marques. Au niveau des clients, vous voyez, vous avez d'une part les distributeurs et d'autre part les marques. Donc en distributeur, vous avez les plus grands distributeurs français qui sont clients d'Aiko. Et au niveau des marques, vous avez des très grandes marques internationales comme Colgate par exemple. Vous avez Heineken, PepsiCo, Nestlé, Pernod Ricard, Bayersdorf qui est coté en Allemagne. C'est la maison mère des crèmes Nivea notamment. Vous avez également JDE. Alors JDE, c'est leur maison du café cotée aux Pays-Bas sur la bourse d'Amsterdam ou encore Unilever. Donc vous voyez des très grandes marques qui font appel depuis plus de 30 ans au service de l'entreprise Aiko. Regardons maintenant les résultats d'Aiko qui ont été publiés très récemment, courant mars. Eh bien, vous avez une croissance de la marge brute de plus 3,2%, donc en valeur à 76,52 millions d'euros.
La marge opérationnelle a bien bondi, elle repasse au-dessus même de la marge de 2019, elle prend quasiment 25%, elle progresse de 25% entre 2020 et 2021, ce qui donne un résultat net part du groupe ajusté en forte croissance de plus 51%. La marge donc globale avait augmenté, il y a eu une réduction de coûts, ils ont arrêté aussi des offres qui n'étaient pas très rentables et donc ça permet d'avoir ce très beau résultat net part du groupe ajusté, ce qui donne un BPA, un bénéfice net par action de 0,42 € en progression de plus 51,4% par rapport à 2020, donc très très belle progression. Et à noter également un cash net de quasiment 18 millions d'euros, ça représente 14% de la capitalisation boursière actuelle d'Aiko, donc Aiko est en bonne santé, a du cash et est capable de générer des bénéfices par action qui sont vraiment intéressants et en très forte croissance, on vient de le voir. Du coup, cette entreprise a prévu de reverser pas mal d'argent à leurs actionnaires avec un dividende à 32 centimes d'euros par action en progression importante de plus 18,5% par rapport au dividende de l'année dernière qui était de 27 centimes d'euros. Et puis en complément, je vous l'ai dit, l'entreprise possède 8,52% de son capital et donc là elle projette d'annuler d'ici fin juin 2022 au moins 8% de son capital. Donc ça c'est tout bon pour les actionnaires, ça va soutenir le bénéfice par action, ça va reluer les actionnaires actuels au capital d'Aiko. Et donc là, ça va être soumis au vote, comme d'habitude, au vote de l'Assemblée générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait une limite légale de 10% du capital en autodétention a été presque atteinte. Et donc le fait d'annuler quasiment l'intégralité des actions que l'entreprise possède d'elle-même, ça va permettre de reprendre cette politique de rachat d'actions pour après, petit à petit, accumuler et à nouveau pouvoir annuler une partie non négligeable de son capital. Donc on sent cette volonté du management de vouloir continuer à reverser du cash à ses actionnaires et à faire en sorte que petit à petit ils puissent monter au capital sans débourser d'argent. Regardons le dividende donc d'Aiko, comme je vous le disais, c'est 32 centimes d'euros. Si on divise par le bénéfice par action de 42 centimes d'euros, on voit qu'on a un payout ratio de 76,2% et donc ça représente un rendement au cours actuel au moment où je vous parle de 5,63% pour une action qui cote 5,68 €. Normalement, le dividende, il sera versé au mois de mai puisque l'Assemblée Générale aura lieu au mois de mai au siège d'Aix-en-Provence. Donc pour Aiko, donc pour les actionnaires, ce sera entre mi-mai et fin mai que le dividende Aiko devrait être versé. Regardons un petit historique rapide, je suis remonté sur 6 années en arrière. Vous voyez qu'il y a une tendance à la progression au niveau du dividende d'Aiko. 2020, il n'y a pas eu de dividende versé en sachant que l'entreprise avait pris un PGE, un prêt garanti par l'État qu'elle a déjà remboursé en intégralité. L'année dernière, elle avait repris son versement de dividende donc à 27 centimes d'euros, donc en forte croissance par rapport aux années sur lesquelles elle versait des dividendes avant 2020. Et donc là, la croissance continue. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus qu'un doublement du dividende entre l'année de versement 2022 et l'année de versement 2019. Donc Aiko a bien l'intention de reverser pas mal de cash à ses actionnaires. Au niveau des rachats d'actions, comme je le disais, 8,52% du capital, ça représente quasiment 2 millions d'actions en autodétention au 28 février 2022 sur un nombre total d'actions qui composent le capital de la société de 22 421 332 actions. Allez, zoomons rapidement maintenant sur le cours de bourse de l'entreprise Aiko. Vous voyez que fin 2019, début 2021, elle était bien montée. Elle s'est changée autour de 6 €, 6,20 €. Et puis avec la crise Covid, elle s'est effondrée en divisant son cours par 2. En touchant les 3,20 €. Alors à l'époque, je l'avais déjà repéré en fait Aiko, mais j'avais fait des investissements ailleurs. J'étais rentré sur d'autres plus grosses entreprises, un peu moins volatiles. Ce qui fait que là, ça faisait un petit bout de temps que j'étais en train de guetter. J'espérais un retour vers les 4,40 €, 4,50 € pour pouvoir rentrer sur cette entreprise. Et quand j'ai vu le chiffre d'affaires et les résultats qui commençaient à annoncer, je me suis dit que ça allait être difficile de les avoir à 4,40 € et c'est pour ça qu'en fait je suis rentré
tout dernièrement, j'ai profité des creux de marché en fait de début mars 2022 avec la guerre en Ukraine pour rentrer sur cette entreprise. Je suis rentré en plusieurs fois et j'ai accéléré dans les creux de marché, ce qui m'a permis d'abaisser mon PRU, mon prix de revient unitaire sur cette action. Donc vous voyez au niveau de la CAPI, actuellement on est à 127 millions d'euros. Je vous l'ai dit, 18 millions de cash net. Donc vous avez 14%, entre 14 et 15% de la CAPI qui est couverte par le cash net de cette entreprise. Les résultats sont bons, donc là je pense qu'à ce niveau d'action 5,68 €, on va pas faire du x2 au niveau d'Aiko, enfin ça si les résultats s'envolent, mais là pour le coup je pense que c'est pas des grosses plus-values qu'on va pouvoir faire pour cette action. C'est pour ça que personnellement je vais vous montrer juste après ma position, je souhaite la compléter même si je suis rentré déjà assez fortement sur le titre, mais en tout cas pour la compléter j'attendrai des opportunités avec l'action qui passe sous les 5 €. Si je peux en rechoper vers du 4,80 €, 4,85 €, eh bien ça m'irait bien. Je m'attends pas à de la grosse plus-value, c'est plutôt pour le long terme avec justement une croissance du dividende à laquelle je m'attends au cours des années à venir grâce aux bons résultats de l'entreprise et grâce à ces annulations régulières de capital par rapport aux actions auto-détenues. Alors justement, je vous disais que j'étais actionnaire, j'étais rentré, c'est vraiment tout récent. J'ai 309 actions à un prix de revient unitaire de 4,93 €. L'investissement initial qui a été réalisé en plusieurs fois, hein, j'ai fait 3 achats en fait assez rapprochés pour pouvoir rentrer sur cette entreprise et profiter des creux de marché. Et bien l'investissement initial représente un peu plus de 1500 € et donc par rapport à mon prix de revient unitaire, le dividende me génère un rendement de 6,49%, en sachant que mon objectif à moyen terme est de monter entre 4 et 500 actions Aiko en fonction des différentes opportunités de marché. Passons maintenant à la troisième action de ce top 3 des actions à dividendes du mois d'avril 2022 et c'est l'entreprise Vicat, entreprise dont je suis déjà actionnaire. Au cours actuel, le dividende génère un rendement de 5,36%. Elle a bien reflué à cause notamment de l'explosion des prix de l'énergie et ça, le fait de fabriquer du ciment en fait, ça consomme énormément d'énergie, mais je trouve que c'est une entreprise qui est bien gérée et qui mérite notre attention actuellement. Donc Vicat a publié ses résultats annuels le 16 février 2022, donc c'était juste avant le début de la guerre en Ukraine. Je vous dis ça puisque entre temps les cours de l'énergie ont encore progressé fortement. Si on regarde la structure de l'actionnariat de Vicat, qui est une entreprise familiale, eh bien on voit que les actionnaires familiaux ont quasiment 62% du capital de l'entreprise et que le public, dont les salariés, ont presque 37% du capital. À noter, 1,6% du capital est en autocontrôle, donc est possédé par l'entreprise Vicat elle-même. Si on regarde le compte de résultats simplifiés, on voit qu'en 2021, le chiffre d'affaires a progressé de plus 11% publié et de plus 16% à périmètre et taux de change constant. Donc on voit qu'il y a eu un impact négatif des taux de change pour l'entreprise. L'EBITDA a bien progressé de quasiment plus 15% et le résultat net consolidé a progressé de plus 32% et en part du groupe, on est sur du plus 33%. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise est au-delà des résultats nets consolidés par du groupe en 2019 et 2018 parce que les 2 années, ils étaient au même niveau. Le résultat net était de 149 millions d'euros. Donc non seulement en 2020, l'entreprise a fait de la progression, ça fait partie des rares entreprises dont le résultat net a progressé par rapport aux années précédentes, mais en plus en 2021, on est bien au-delà des résultats de l'année 2019. Donc on voit que l'entreprise est extrêmement bien gérée, belle progression de la rentabilité opérationnelle, très belle gestion de la part de la famille Vicat. Je trouvais intéressant de vous montrer la répartition du chiffre d'affaires et de l'EBITDA par zone géographique. C'est assez riche d'enseignements. On voit que la première zone de chiffre d'affaires, eh bien, c'est la France. C'est 35% du CA et ça représente un tiers de l'EBITDA.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand l'EBITDA est plus important que le chiffre d'affaires en pourcentage. Ça veut dire que c'est des zones qui sont particulièrement rentables. Donc on voit que le reste de l'Europe, donc la Suisse et l'Italie, est assez rentable avec 14% de l'EBITDA, même si ça représente que 13% du chiffre d'affaires. C'est le cas également de l'Asie, donc l'Inde et le Kazakhstan, puisque c'est des zones qui représentent seulement 13% du chiffre d'affaires opérationnel et pourtant c'est 20% de l'EBITDA. Donc on voit que cette zone-là est très rentable. Et au niveau des Amériques, donc les États-Unis et le Brésil, 21% du CA et pourtant 23%, quasiment un quart de l'EBITDA. Donc les Amériques et surtout l'Asie, donc l'Inde et le Kazakhstan, sont des zones qui sont vraiment intéressantes au niveau de l'entreprise Vicat. Quelles sont les perspectives de ce fabricant de ciment ? Eh bien, en 2022, ils vont finir les travaux de construction d'un nouveau four de Ragland aux États-Unis. Alors, ce nouveau four, ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre de faire des économies d'énergie de 30%. Et pour fabriquer du ciment, il en faut de l'énergie. Donc, c'est intéressant que l'entreprise investisse dans des nouveaux fours qui vont permettre d'absorber tout ou partie de la hausse des coûts de l'énergie qu'on connaît actuellement. Il y a aussi des travaux qui commencent pour la construction d'un nouveau four, cette fois-ci au Sénégal, et le groupe confirme la montée en puissance des projets liés aux objectifs de réduction de son empreinte carbone. C'est une industrie qui génère beaucoup de CO2 et Vicat fait partie des bons élèves dans cette industrie et il continue d'accélérer là-dedans, donc ça c'est bon pour les critères ESG. Et puis vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est une des zones donc les plus rentables, amélioration des capacités industrielles en Inde et des investissements dans de nouveaux terminaux afin de réduire ses coûts logistiques. Donc on voit que Vicat continue de miser sur cette zone qui est extrêmement rentable, et donc il y a 400 millions d'euros d'investissement industriels qui sont attendus en 2022, et sur ces 400 millions il y a 270 millions d'euros d'investissement dits stratégiques, donc dans la croissance, et 130 millions d'investissements de maintenance. Donc on voit sur une entreprise qui continue à préparer le futur, à se développer. Et donc alors là je rappelle encore une fois que ça a été donné avant la guerre en Ukraine, mais vous voyez qu'en 2022 le groupe s'attend à un environnement macroéconomique et sectoriel globalement favorable, avec une hausse attendue des prix qui devrait permettre de compenser la forte progression des coûts de l'énergie estimés à ce jour à environ plus 30%. Donc ça veut dire qu'avant l'explosion dingue qu'il y a eu avec le début de la guerre en Ukraine, eh bien, le groupe s'attendait à compenser intégralement la hausse des coûts de l'énergie. Donc là, il y aura sûrement un impact, et c'est pour ça que la valorisation de l'entreprise a pas mal baissé au cours de ces dernières semaines. Mais pour le coup, avant, c'est quelque chose qui était normalement englobable dans les prix. Donc l'impact sera présent, mais on peut faire confiance, en tout cas moi je fais confiance à l'entreprise pour pouvoir bien gérer ces hausses de coûts, et ça fait partie pour moi des entreprises vraiment solides de ce secteur qui vont être capables d'absorber ça, même s'il y aura sûrement une certaine pression sur les marges. Avant l'enclenchement de la guerre en Ukraine, le groupe s'attendait à une nouvelle progression de son activité en 2022 avec un EBITDA qui était quand même attendu en hausse moins forte qu'en 2021, mais en hausse quand même. Allez, on va regarder maintenant l'historique du dividende dans l'entreprise Vicat. Vous voyez, encéphalogramme plat pendant plus de 10 ans, entre donc ces années de versement, entre 2010 et 2021, eh bien, le groupe avait versé chaque année un dividende d'1,50 €, même en 2020, en pleine crise Covid. Ça faisait partie des rares entreprises qui avaient maintenu le versement d'un dividende à ses actionnaires. Et là, vous voyez, en 2022, donc pour la première fois depuis plus de 10 ans, l'entreprise a décidé d'augmenter son dividende de plus 10%, puisqu'il va passer d'1,50 € à 1,65 €. Donc, si vous recherchez une entreprise avec un management qui est fiable, qui gère bien une entreprise dans le secteur industriel, qui est concentré sur le fait de pouvoir verser un dividende chaque année. Alors vous avez vu, c'est pas de la croissance chaque année, là c'est la première fois en plus de 10 ans, mais il n'empêche, si jamais vous voulez des revenus récurrents sûrs, eh bien on peut se dire qu'on peut avoir confiance dans l'entreprise et dans le management de Vicat. Bon, c'est pas garanti à 100% dans le marbre, mais on voit que l'historique pour le moment montre que le management a à chaque fois tenu à verser un dividende, et donc là on a cette augmentation qui est vraiment la bienvenue en 2022 au titre de l'exercice 2021.
Le cours de bourse au cours de la dernière année est en baisse quand même sensible. Il y a eu un creux de marché le 7 mars 2022 et l'action était tombée à 28,20 €. Alors j'en ai profité, pas pour l'action Vicat mais pour acheter d'autres boîtes au niveau de ces creux de marché, rentrer sur une entreprise que j'avais dans le viseur depuis longtemps, en sachant que je suis déjà actionnaire de Vicat. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle revient dans ces eaux-là vers les 28,50, ça donnera du 6% de rendement globalement. Quand vous divisez 1,65 € par 28,50, je vais vous faire le calcul en live, et bien ça donne 5,8% de rendement. Donc je pense que si l'entreprise revient vers ces eaux-là, du 27,50, 28 €, et bien je me renforcerai sur l'entreprise Vicat, belle entreprise familiale et qui pour moi à l'avenir pourrait à nouveau valoir entre 40 et 50 € dans un environnement un petit peu plus normalisé. Donc je pense qu'on peut faire de la plus-value et choper un dividende intéressant, récurrent chaque année avec l'entreprise Vicat. Donc pour résumer rapidement, des résultats qui sont en forte progression, un EBITDA qui progresse bien, un résultat net en progression de 32% et puis un dividende proposé en progression de plus 10%. Donc Vicat, je ne suis pas extrêmement exposé à l'échelle de mon portefeuille, c'est pour ça que je souhaiterais me renforcer sur cette belle entreprise. Aujourd'hui, j'ai 40 actions Vicat que j'ai acheté pendant la crise Covid début 2020 à un prix de revient unitaire inférieur à 25 €. C'est donc un investissement initial de moins de 1 000 € et par rapport à mon prix de revient unitaire, grâce à l'augmentation de 10% du dividende décidé par le management cette année en 2022 au titre de 2021, eh bien ça me donne un rendement sur PRU de 6,61%. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir me renforcer sur Vicat et atteindre une exposition globale de 100 actions sur cette entreprise. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, un maximum de likes, n'hésitez pas à commenter également, posez-moi vos questions, parlez-moi des entreprises sur lesquelles vous voulez qu'on échange et on discute ensemble, donc c'est sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très vite sur Investir dans un dividende. Ciao.